Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette 11e édition de l'année 2019. Vous êtes bien sur RDI Guyane, dans Soif de sport, bien sûr. Au programme ce soir, comme d'habitude, du sport et pas que, mais avec le local qui prime ici chez nous sur RDI. Donc le 36 3000, un numéro de téléphone 05 94 36 3000. Les auditeurs, n'hésitez pas à téléphoner, poser vos questions pendant l'émission. Faites voir que vous écoutez, que vous suivez l'émission sur RDI Guyane. Sinon, plus simplement, la page Facebook rdi.guyane. Cette page Facebook où vous pouvez poser vos questions avant et après et pendant l'émission, bien sûr. Et on va relier vos questions, à quoi vous avez envie qu'on discute sur le plateau avec les invités. Du basket ce soir, la présidente Rolande Darnal est avec nous. On va parler Guy Margois, U20 et pas que. Et un programme très riche qui arrive très tôt, là, au mois de mars. Aussi, football. On est très heureux d'avoir Jair Karam du stade de Poitvin, donc à Poitiers, qui est parti cette année entraîner un club en métropole, l'un des seuls entraîneurs de la Guyane qui est en poste en ce moment. Et puis on va parler karaté, Jeux Olympiques avec Leila Hurto qui va nous donner tout son sentiment sur les JO à Tokyo en 2020, la Mecque du karaté et aussi le refus du comité olympique sur les JO 2024 d'enlever le karaté. Et puis on va retourner tout simplement toujours chez nous. Ça arrive très vite la semaine prochaine. Journée mondiale des droits des femmes, le 8 mars. Et à cette occasion, pas mal de communes et puis d'autres associations vont fêter pour les femmes ces droits des femmes avec du sport et pas que, avec du bien-être, la santé, la diététique, des conseils de soins et autres. On va parler de tout ça tout à l'heure avec Madame Saint-Plus. Bonsoir Michael. Michael est avec nous. Michael Xavier, bonsoir, toujours notre consultant qui m'accompagne dans cette émission. Et puis Marc à la technique. Bonsoir Roland. Bonsoir à tous. Bonsoir Michael. Bonsoir. Jair Karam est avec nous en direct de Métropole. Tu m'entends Jair? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va très bien? Ça va, ça passe bien. Ouais. On va commencer l'émission avec toi Jair. On sait qu'il est très tard avec le décalage horaire. On est heureux de t'avoir dans cette émission. On sait que tu nous suis depuis ton départ. On est sur le sport local. On veut savoir, on va avoir de tes nouvelles déjà avec le club Le Poitvin. On est heureux de te voir. Donc, avoir de tes nouvelles déjà avec le club. Bonsoir déjà à tous, moi aussi, à tous les auditeurs et auditrices de RDI. C'est vrai que je suis régulièrement l'ensemble des émissions quotidiennes qui ont lieu. Ça permet de garder un peu l'actualité sur le territoire. Mais concernant avec Poitiers, la saison se passe correctement. C'est vrai que ça a été une nouvelle aventure qui est arrivée très 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 vite, puisque pour rappel au mois de juillet ils ont un départ de leur entraîneur en place pour un club de Ligue 1 au niveau de la formation, et donc ils me contactent pour ce nouveau projet, et donc j'arrive sur un territoire inconnu avec des joueurs dont je n'avais pas maîtrisé le recrutement, un nouvel environnement, et puis la mayonnaise prend bien, les choses débutent très bien, où on a pendant 5 à 6 mois oscillé entre la 4e et 6e place avec la meilleure défense du championnat, avec un budget qui était très très limité. Et puis on a eu une période un peu plus difficile au mois de janvier en rencontrant les réserves pro, et puis on avait beaucoup d'absents. Et puis là on a retrouvé la dynamique de la victoire. Donc on est dans cet objectif de maintien qui, pour rappel, sur cette première année était de retrouver de la stabilité au niveau du club, parce qu'il y a eu un redressement financier. Et puis d'ici 2-3 ans, avec le transfert fort attendu de Nicolas Pépé, retrouver des fonds qui permettraient au club de retrouver un niveau minimum national, voire Ligue 2. Personnellement, Jair, départ de la sélection, très difficile. On sait qu'on est très attaché à nos racines ici en Guyane. De partir à un certain âge, c'est pas évident. Aujourd'hui, personnellement pour toi, est-ce que, pas seulement le bon choix, mais l'expérience de découverte, l'expérience de travailler autrement, de voir d'autres personnes, un autre langage, vraiment plus précis que ce qu'on a connu peut-être ici. Comment ça se passe pour toi? Écoutez, j'avais fait aussi le tour. Je pense que j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin de vivre d'autres aventures, de sortir de cette zone de confort. Et c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour entraîner à un autre niveau, un niveau qui est complètement différent de ce que j'ai connu en Guyane. Et puis, voilà, c'est comme ça la vie. Il y a des choix de vie à faire. C'est une expérience professionnelle. Donc en même temps, j'ai eu la chance et l'opportunité d'être retenu parmi les 16 lauréats de la Fédération française de foot pour passer
le diplôme pour être directeur de centre de formation. Donc sur 2 ans, ce qu'on appelle le BEPF. Donc j'ai commencé là depuis maintenant 6 mois. Donc tout s'est enchaîné en même temps. Donc voilà, dans la vie, il y a des choix à faire, des choix professionnels qui nous permettent d'acquérir beaucoup plus d'expérience. Et voilà, c'était un choix tout simplement. Dernière question personnelle. Jair, tu fais office de pionnier. Tu vas ouvrir certainement des brèches pour d'autres qui vont venir derrière. Les joueurs aiment bien partir, les entraîneurs très peu. Sur ce plan-là, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens qui entraînent et qui ont envie vraiment de venir s'épanouir peut-être en métropole? Ben, qu'il faut vivre l'expérience. Vous savez, pour nous, c'est compliqué parce qu'on est isolé dans tous les sens du terme. Et en étant isolé, bon, ben, on ne nous connaît pas, on ne nous suit pas. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir de bons résultats avec la sélection qui m'a permis d'ouvrir certaines portes, une certaine reconnaissance aussi, bon, déjà au niveau des instances fédérales. Mais après, on part vraiment, et c'est vrai qu'il faut qu'on se le dise, en terrain connu, donc il ne faut pas avoir peur de prendre des paris, de tenter. Et puis, par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que quand on a des valeurs, quand on est travailleur, eh ben, il n'y a pas de raison d'avoir des complexes. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, moi, je dis qu'il faut toujours tenter et chercher à voir plus haut et plus loin. Madame Darnal, un petit mot à Jair? Non, mais c'est vraiment, ça fait plaisir de le voir là. Et surtout, ben, on sent bien que il réalise ce qu'il aime le plus, hein, c'est encadrer et donner de son temps et de son expérience au football, sa discipline. Voilà, merci. Jair, on va passer. C'est gentil. On va passer vraiment sur l'intérêt de ce soir. Hein. C'est le challenge Pépito à venir. Bientôt en Guyane. Les dates sont déjà fixées du 4 mars au 3 juin. Tournoi Pépito qui Oui. regroupe une association que tu as créée avec Ludovic Ball du Stade Rennais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'idée première, expliquer aux auditeurs, aux enfants qui nous écoutent, pardon? Ben, tout simplement, le projet, donc c'est un projet qu'on a mis en place avec Ludo. Ce sont des longues réflexions qu'on a eues quand j'étais à la tête de la sélection et lui était entre guillemets donc mon bras droit, de permettre de sortir de cet isolement. Et puis à force moi aussi d'être régulièrement dans les réseaux, donc des liens sont créés avec le directeur du centre de formation de Rennes. Et donc c'est un projet qu'on a mis en place qui a pour objectif. On a été coupé. Voilà, on a été coupé avec Jair Karam, mais on va essayer de retrouver la ligne. On va continuer avec Madame Darnal. Ouais, désolé, on a été coupé. On a été coupé, mais ça va, on a entendu. Voilà. Un programme très chargé. Un programme très chargé de U10 à U13, donc des détections pendant toute cette semaine sur l'Ouest, sur Cayenne, je suppose, en finalité pour des tests au Stade Rennais. Est-ce que à cet âge-là, on n'est pas trop jeune justement pour quitter le département? Ben non, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, avec la précocité, les gamins sont très tôt détectés. Donc l'idée, c'est de réussir à détecter au plus vite, c'est-à-dire dès l'âge de 10 ans, pour qu'il y ait un meilleur suivi du gamin dans sa progression, pour leur permettre de signer ce qu'on appelle des contrats de non-sollicitation, pour qu'ensuite, à l'âge de 14 ans, ils puissent intégrer une filière pro sous forme de contrat d'aspirant. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le Stade Rennais avec un jeune Guadeloupéen qu'ils ont suivi, ils l'ont recruté repéré relativement tôt, dès l'âge de 10 ans. Le gamin ensuite venait régulièrement en immersion et en stage pendant 3-4 ans avec un travail individualisé et puis qui lui ont permis ensuite de le faire signer il y a un mois comme contrat d'aspirant professionnel au Stade Rennais. Au niveau des partenaires, vous avez beaucoup travaillé. Il y a des partenaires qui vous suivent sur ce challenge. Est-ce que ça a été compliqué? On sait qu'ici en Guyane, pour avoir des partenaires, pour faire déplacer des jeunes, pour faire des manifestations, pour vraiment amener le sport au plus haut, c'est difficile. Comment ça s'est passé? Ben, d'abord, tenir à remercier tous ces partenaires privés. Je peux les citer, non? Oui, vous pouvez Pas les possible. citer. Vous pouvez les citer, bien sûr. Ouais, Nofrayan, l'hôtel Royal Mercure, Guyane Première, Conforama, Jumbo, puis Techni BTP et DPS,
qui nous ont fortement donc accompagnés sur ce projet et qui en tout cas croient à ces projets d'insertion pour notre jeunesse, parce que l'idée c'est ça, c'est de permettre d'offrir d'autres opportunités à la jeunesse. Et avec Ludo, on s'est dit qu'on avait un réseau et ça serait dommage que notre jeunesse n'en profite pas, parce qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué d'être isolé et de réussir à faire des carrières de sportifs de haut niveau quand l'environnement n'est pas adapté sur notre territoire. Donc, ce challenge va se passer en trois phases, hein. Une phase de détection, une phase de regroupement et puis une phase d'immersion, donc d'immersion vers la métropole. Vous allez aussi les accompagner là-bas au centre de formation? Oui, ben voilà, là j'arrive avec des cadres techniques du Stade Rennais, donc dimanche, pendant une semaine, donc on organise un tournoi sur lequel on va avoir plusieurs gamins. Ensuite, ils sont regroupés sous un stage d'une journée où les meilleurs donc, seront réévalués entre eux. Et en avril, on prendra ces meilleurs pour les envoyer en immersion au Stade Rennais. Et pendant ce temps-là, en même temps, ils auront donc visite et vécu du milieu professionnel. On en allant voir des matchs des pros, voir Ludovic Ball en situation d'entraînement. Ils vont être en situation à temps plein au centre de formation. Et ça leur permettra aussi aux éducateurs du Stade Rennais de les voir en situation réelle, de les comparer. Donc moi, étant déjà en métropole, bien sûr, comme l'année dernière, j'accueillerai les enfants pour pouvoir leur permettre tout de suite, avec l'éducateur de l'association qui les accompagnera de la Guyane, d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir s'épanouir. Yannick, excuse-moi, Michael, vas-y. Oui, Monsieur Karam, Michael, donc je suis animateur au sein de la radio. Est-ce que vous vous êtes fixé un nombre de gamins justement pour cette phase ultime qui est l'immersion au Stade Rennais? Ben, l'année dernière, on avait eu 5 gamins qui étaient partis au Stade Rennais en immersion. Après, voilà, nous, on aurait aimé en avoir entre 2 ou 3. Si on a plus, tant mieux. Mais sachant aussi que les conditions et que le Stade Rennais, c'est quand même aujourd'hui le 4e centre de formation au niveau européen, voire le 2e au niveau français avec l'Olympique Lyonnais. Donc les conditions et les critères d'éligibilité sont extrêmement serrés. Donc voilà, on ne va pas vendre non plus du rêve. Aujourd'hui, déjà rentrer dans une structure professionnelle, ça demande un certain nombre de compétences, que ce soit outre footballistique, mais aussi sur le plan scolaire. Donc voilà, on se dit que ça aurait été bien d'en avoir, on reste entre 1 et 2 gamins susceptibles d'eux. Et puis s'il y en a plus, bon, ben, tant mieux. Mais en tout cas, ça permet à nos jeunes de voir ce qui se passe à l'extérieur. Parce que j'insiste, aujourd'hui, ça devient très, très, très compliqué. Tous ceux qui réussissent au haut niveau aujourd'hui, ils ne sont pas issus du territoire. Ils sont partis relativement tôt parce que les parents se sont installés très tôt sur la métropole, etc. Et nous, il faut vraiment qu'on arrive à sortir de cet isolement pour que nos jeunes réussissent. Dernière question, Jair. Dernière question vraiment. Sur cette organisation du challenge, quelles ont été vos aides au niveau technique ici? Est-ce qu'il y a eu des encadrements techniques, le CTR, la Ligue de football, certaines associations, des clubs qui ont pris part à ce projet avec vous? Ben, c'est-à-dire que non, c'est l'association en interne je m'appuie sur des cadres techniques compétents, hein. Monsieur Malouda, Steve Falgaret, Marvin Demang, Roger Canut. C'est-à-dire que c'est en tout cas les gens avec qui j'avais des affinités et qui constituaient mon staff à l'époque où j'étais sur la sélection de la Guyane. Et puis en même temps, donc, on s'est appuyé, si vous voulez, sur les clubs du territoire qui vont être invités sur la manifestation. Bien sûr, le CTS y est convié, comme l'année dernière. Et puis, mais c'est en tout cas l'association qui a porté ce projet de A à Z avec un partenariat avec le Stade Rennais sur une durée de 5 ans. Voilà, merci beaucoup Jair Karam. Juste une petite boutade, hein, vous avez oublié RDI Guyane, hein, la radio du sport, ici en Guyane, dans vos partenaires et aussi. Mais on sera là pour vous suivre. On sera là pour vous suivre. Hein. On est sur le terrain avec Marc, avec Michael, donc amoureux du football moi-même. Donc on sera là pour vous suivre. Merci beaucoup et à très bientôt sur RDI, on espère. Oui, et puis toi aussi, ancien pensionnaire du Stade Rennais. Ouais, bien sûr. Donc, voilà. Donc, je vais retrouver des amis. Je te remercie beaucoup, Jair. À très bientôt. Un dernier petit coucou à la Guyane, un petit mot à ceux qui te suivent, qui t'aiment bien, qui t'ont suivi pour les Yana Doko. Beaucoup de supporters étaient avec toi. Oui, ben, bien sûr, ça reste gravé dans mon cœur, dans mon esprit. Je n'oublierai jamais cette aventure avec les Yana Doko qui nous a permis de nous qualifier pour la première fois à la CONCACAF. Donc voilà, ben, bonsoir à tout le monde. Et puis, nous, on essaye en tout cas de continuer, même si on évolue ailleurs, de garder le lien avec notre territoire pour faire en sorte qu'on évolue, en tout cas dans mon domaine, qui est celui du football.
Merci beaucoup, Jair, et à très bientôt. On te souhaite le meilleur hein, en tant qu'encadrant et aussi pour ce projet de détection pour les jeunes Guyanais. Merci d'être Merci venu beaucoup. sur RDI. On va passer avec vous, Madame Darnal, sans pause. On continue. On passe au volet basket. Voilà, le Guy Margois U20 qui est très bientôt là, au mois de mars. Du 7 mars. Voilà, Jeudi 7 mars. jeudi 7 mars. Voilà. Voilà. Au lendemain du carnaval. Voilà, c'est une première. C'est une première édition pour cette catégorie parce que les U20 n'avaient pas de compétition qui leur permettait de se confronter à l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes restés sur un projet de zone, hein, puisque nous sommes en zone avec la Guadeloupe et la Martinique. Et la réflexion de la zone, justement, a été de dire nous n'avons pas de projet pour cette catégorie. Nous n'avons pas de projet pour le pendant qui est en filles, U18. Si on veut vraiment continuer à garder nos jeunes sur du haut niveau, les intéresser vraiment, la Guyane s'est positionnée sur la catégorie U20 et ce tournoi est domicilié en Guyane. Du 7 au 9 mai. Mars. Au 9 mars, pardon. 7 ou 9 mars, Voilà, chaque année. j'étais sur l'affiche Chaque année. en me disant, est-ce que c'est une antichambre pour que lorsqu'ils arrivent en senior, ils connaissent déjà ce qui va se passer, l'encadrement. Je vois que vous avez l'œil averti. Si. Oui, effectivement, on nous dit il n'y a pas de projet pour les sélections de seniors, etc. Donc, nous, on s'est dit, plutôt que de commencer par le haut, on va commencer par le milieu. Et donc, nous, on a des projets en général pour les U13 qui deviennent U15, des U17. Et on n'allait pas au-delà des U17. Donc, en montant cette compétition en U20, à mon avis, c'est la porte ouverte pour constituer un vrai projet pour une future sélection senior. Justement, il y a ce premier tournoi pour les U20. Aujourd'hui, justement, les U20 étaient intégrés directement, on va dire, en équipe senior. Non, nous avons un championnat U20 qui se déroule très très bien. On a depuis 3 ans mis des U20 dans des bonnes conditions de pratique de la discipline. Hein. Ils bénéficient de tribunes comme les seniors. Ils jouent dans des halls. Vraiment, c'est un championnat qui, depuis 3 ans, se passe très très bien. Ah, il leur manquait juste, on va dire, un tournoi régional. Un tournoi qui mettait en place les meilleurs, donc quelque chose pour les sélections. D'accord. Donc, ça va se passer à l'IFAS. Au Kevin Séraphin. C'est vrai que la structure est très appropriée pour accueillir les joueurs en termes d'hébergement et le hall à proximité. Et puis, on a un très bel outil, mais à la fois, il faut vraiment le faire vivre. Et en cela, la Ligue de basket a pris un abonnement, en tout cas pour le mois de mars. Donc, féminin et masculin. Non, U20, c'est que les garçons. Que les garçons. Voilà. Pour le moment. Donc, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Voilà. Donc, ils vont jouer les 2 matchs. Tout le monde va un se tournoi, rencontrer. voilà, un tournoi à 3. Donc, le 7, donc, on aura la Guyane qui rencontrera la Martinique. Le vendredi 8, la Martinique, la Guadeloupe. Et le 9, la fin du tournoi, la Guadeloupe qui rencontrera la Guyane. Justement, donc c'est quoi? C'est une émulation que vous voulez créer pour qu'effectivement, donc, comme disait Jean-Marc, avec cette antichambre, on va dire, de l'équipe senior, pour, on va dire, revaloriser encore plus cette catégorie de U20? Revaloriser cette catégorie et nous donner un socle de travail pour nous amener vers une sélection senior. Nous savons qu'il y a des projets dans la Caraïbe. On a aussi des vues sur l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, il faut donner un objectif, préparer une sélection. On ne peut pas préparer une sélection si on n'a pas un objectif. Donc, le tournoi Guy Margois U20, domicilié en Guyane, qui a lieu toutes les années, est déjà un objectif pour la préparation de cette catégorie. Et puis, le jour où on aura l'opportunité, j'espère très très bientôt, d'intégrer une compétition avec une sélection déjà U23, ça existe chez nous au basket, les U23, donc les moins de 23 ans, eh ben, on intégrera et puis on aura déjà un socle de travail. Pour les techniciens, en tout cas, c'est très intéressant la façon de procéder. D'accord. Justement, on fait très souvent le Guy Margois est une compétition, donc on va dire qui fait partie du calendrier, tout à fait, surtout dans les jeunes catégories. Et après, pour les équipes seniors, quand il s'agit de qualification pour les championnats de France. Ce sont les équipes. En fait, la différence avec les Guy Margois de jeunes, ce sont des Guy Margois de sélection. Oui, de sélection. Et quand on arrive en senior, c'est le Guy Margois des champions. Nous n'avons pas de compétition pour les sélections des seniors. D'accord. Justement, moi, ma question était, est-ce que donc, la Ligue a un schéma de travail
avec les pays avoisinants autres que les Antilles? Écoutez, nous avons, au sein de la zone, travaillé avec la fédération pour nous autoriser, parce qu'il y a ce problème-là aussi, nous autoriser à participer aux compétitions caribéennes. Voilà. Donc, on a un souci. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a une petite porte qui s'est ouverte. En tout cas, une porte qui s'est ouverte complètement avec le 3 contre 3. Donc, on essaie de travailler sur la partie sélection. Donc, pourquoi il y a un souci? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Ben parce qu'en fait, ce sont des compétitions internationales. Et bon, la fédération estime que si jamais il y a une équipe de France dans la même compétition, pompeusement, pourquoi pas, il y aurait une difficulté à un moment donné. Donc, il faut vraiment que la fédération nous autorise à représenter la France dans ces compétitions-là. Donc, c'est tout à fait la difficulté. Mais au sein de la zone Guimarães, la Martinique, le président de le comité de la Martinique est responsable justement de déverrouiller ces aspects-là pour la zone anti-Guyane. C'est vrai que la Guyane devrait relever de la zone Amérique du Sud. Mais on serait un petit peu isolé dans le combat que nous menons face à la fédération. Donc, on a l'autorisation de jouer sur le même plateau que du moins de cibler aussi la zone Caraïbe en étant dans la zone Guimarães. C'est vrai que chaque fédération a ses propres règles, puisque nous avons les Carifta Games pour l'athlétisme, la natation et d'autres sports, donc qui n'empêchent pas que la Guyane ait sa propre sélection et se déplace au sein de la Caraïbe. Après, effectivement, la fédération de basket a aussi elle-même... On l'a vu la dernière fois avec le beach volley également, où il représentait la France quelque part. Oui, c'est assez compliqué. Mais après, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Pour le moment, moi, je trouve que déjà ce projet-là, il est très intéressant pour des gamins qui, pour la plupart de nos sélectionnés, évoluent dans la catégorie senior. Donc, ils sont déjà aguerris à la compétition. Bon, je ne sais pas il faudra venir voir la compétition pour voir le niveau. Je ne sais pas, je ne connais pas les équipes de la Martinique et de la Guadeloupe. En tout cas, on a adhéré rapidement à ce projet et j'espère qu'on a fait le pendant de cette compétition pour les U18 féminines et c'est la Guadeloupe qui devrait prendre la responsabilité de l'organisation de cette catégorie chaque année. Je reviens sur le plan technique, tactique. Qui s'occupe, les cadres techniques de cette sélection? Le CTF en personne, qui s'occupe de la sélection U20. C'est un projet de la Ligue. Nous avons des cadres diplômés qui s'occupent de cette sélection. Et aujourd'hui, l'équipe arrêtée est donc René-Claude Vincent, qui est le CTF, qui aura comme adjoint les cadres de l'équipe de la commission technique. Aujourd'hui, il y en a 2 ou 3, je ne sais pas lequel sera positionné sur le banc à ses côtés, titulaire à côté de lui. Mais en tout cas, nous avons une superbe équipe technique qui travaille sur toutes les sélections, U13, U15, U17 et U20 cette année, et qui sont en ce moment d'ailleurs en stage pendant les 2 semaines de vacances pour chaque catégorie, le matin, l'après-midi. Et les U20 sont actuellement en stage 16h, 18h. On entend, Madame Darnal, les difficultés un peu partout dans tous les sports avec les jeunes. Comment fédérer en cette période de fin de carnaval, tout ça, préparer une sélection pour un tournoi aussi important? Comment le basket arrive à fédérer? Est-ce que vous avez des ressentis quand vous allez voir René-Claude Vincent, quand vous discutez? Comment ça se passe avec les jeunes? Ou est-ce que vous avez des recettes à donner aux autres sports? Non, nous n'avons pas de recettes. Nous avons des objectifs et puis nous présentons un projet. Si le projet est partagé par le cadre, par l'équipe, les joueurs, les présélections, et puis le comité directeur, on est tous sur la même longueur d'onde. Je crois que ces gamins, on les a réunis sur un projet au mois de décembre. On est parti au Suriname avec eux. Donc, on a fait un stage de préparation à Saint-Laurent. Ils ont joué contre les seniors du COSMA. Ensuite, ils ont traversé, ils ont fait 2 matchs au Suriname. Donc, on a créé une vie de groupe et on leur a surtout expliqué qu'ils étaient les premiers. C'était une première édition. L'objectif n'était pas simplement de s'arrêter à cette sélection U20, mais de vraiment aller vers une sélection senior. On leur a parlé des Yana Doko Basket. Why not? Voilà. Donc, voilà. Donc, vraiment, en tout cas, j'espère que le message est passé. Il est partagé, en tout cas.
du ressenti des techniciens et même des parents qui suivent certains joueurs. C'est pour ça que vous parlez de projet, parce qu'il y a quelque chose derrière. Oui, vraiment, c'est pas juste une sélection pour une sélection. Voilà, c'est difficile de mobiliser des gens. Souvent, on fait des sélections. Par exemple, je sais que j'ai connu des sélections seniors. Bon, c'est du one shot, quoi. On monte une sélection parce qu'on a un truc à faire. Voilà, on veut vraiment inscrire. Donc, de toute façon, là, on a gagné le pari. Du moins, c'est la première édition, mais on a acheté ce tournoi. Il sera chez nous toutes les années à la même période. Et puis, il faut qu'on arrive à inscrire dans notre cursus une compétition senior. Donc toutes les années organisées en Guyane. En Guyane et toujours à la même période, c'est-à-dire pas la même date, mais toujours après le carnaval. Toujours après le carnaval. Voilà, c'est une période qui est commune. Non, mais c'est une période qui est commune pour la Martinique, la Guadeloupe. Bien sûr. On a des U20 qui sont souvent... Et U20, cette catégorie-là, c'est pas seulement des écoliers, c'est des étudiants, même les cadres au travail, etc. Donc c'est une période qui, en général, est plus facilement accessible en termes de vacances pour les jeunes. Donc là, le tournoi commence jeudi. Il se termine samedi soir. Dimanche, tout le monde repart. Lundi, tout le monde est à l'école. Vraiment, sans nous donner en termes de calendrier, ça se passe bien. Pourquoi le projet pour jouer à domicile toutes les années? Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a la charge de l'organisation, l'hôtellerie, la nourriture, tout. Dans la zone, donc la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Saint-Martin, le comité de Saint-Martin, il y a plusieurs tournois. Donc les U13 sont domiciliés en Martinique, les U17 sont domiciliés à Saint-Martin. Donc là, aujourd'hui, les U20 sont domiciliés en Guyane et les U17, les U18 filles seront domiciliées en Guadeloupe. Et nous avons le projet fédéral qui est le Guy Marcois U15 que nous organisons aussi à la fin du mois de mars, qui lui, comme c'est une suite de projets fédéraux, c'est souvent les pôles, les meilleurs potentiels. Et donc ça, c'est un projet qui est itinérant. Donc dans le bassin antillo-guyanais, un vrai challenge, un vrai programme pour les jeunes, pour faire sortir les jeunes par rapport au basket, à l'insertion, comme il dit Jair tout à l'heure, mais sur cette activité du basket. Complètement. Voilà. Complètement. Je me disais aussi, effectivement, une sélection U20, j'imagine que vous faites la part belle à l'intégralité des équipes qui représentent le département. Aujourd'hui, il n'y a pas une équipe qui a plus de joueurs que d'autres. Écoutez, si vous regardez, nous avons aujourd'hui 7 ou 8 équipes en championnat U20. Si vous regardez les résultats, aujourd'hui, la sélection, en tout cas, est représentée, je crois qu'il y a 4 ou 5 clubs qui représentent la sélection. Il y a un joueur du Cosma aussi, de Saint-Laurent. Donc vraiment, les cadres ont observé les jeunes. Ce sont des jeunes qui sont de très bon niveau puisqu'ils jouent en senior. Ils sont quasiment tous titulaires en senior. On a pratiquement une équipe senior. Je suis désolée de le dire, mais en tout cas, c'est une belle équipe. C'est comme ça, c'est les meilleurs qui sont choisis. C'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Voilà. Après, j'espère que, je ne sais pas quelle est la politique de nos collègues martiniquais et guadeloupéens, si c'est la même politique, mais en tout cas, nous, on présente une belle sélection. Habituellement, Madame la Présidente, c'est un club qui fait un noyau. Il y a 4-5 joueurs d'un noyau d'un club et autour, il y a des joueurs qui complètent sur des sélections qui sont très fortes. Il y a 5 joueurs de la SC Tori, ils sont champions depuis 3 années consécutives. Voilà. Donc, on a effectivement 5 joueurs. La composition a été annoncée sur notre Facebook. Les 12 sélectionnés sont affichés. Donc, il y a 5 joueurs de la SC Tori. Est-ce que l'objectif secret, après une sélection senior, ça ne serait pas vraiment que des joueurs puissent partir dans les clubs déjà en métropole, voire comme ça s'est passé pour Kevin Séraphin en NBA? Est-ce qu'un objectif secret, vous qui êtes président de la Ligue avant de partir, de voir un de vos joueurs pendant votre mandature? Voilà, parce que ça serait beau. Si c'est juste mon objectif. Non, pas un objectif secret, je veux dire. Non, parce que j'ai été président du pôle Espoir et je crois qu'on en a mis quelques-uns dans les centres de formation. Carlton dimanche, Ewen Smoke, Damien Inglis. Voilà, et j'en passe. Donc, en fait, nous travaillons vraiment pour le basket. Et puis, s'il y en a un qui doit sortir du lot, il sortira. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles, justement, des jeunes dont vous parlez là? Est-ce que vous avez quelques nouvelles? Je crois que Carlton dimanche, il joue en équipe première. En équipe première à Cholet. Et je crois qu'il a des stats plus qu'intéressantes. Précisément leur stade, non, mais en fait, ils ont de très bons résultats dans les équipes. Bon, c'est vrai que cette année, on a quelques jeunes sortant du pôle qui ont rejoint des équipes, pas forcément des centres de formation, mais des équipes de bon niveau, de National 2 et 3 en basket qui jouent en métropole. On en a au moins, sur la session de l'année dernière, on en a au moins 3 ou 4 qui sont partis.
Voilà. Après, bon, les meilleurs qui restent en Guyane, ils viennent gonfler les équipes U20, seniors, et on leur permet en tout cas, voilà, une sélection, leur permettre de s'exprimer. Pour citer un Guyanais de l'IFAS, Christophe Léonard, de l'époque, qui est aujourd'hui avec l'équipe de France Espoir en tant que visionnage, puisqu'il il est en train de passer ses diplômes de vidéo pour vraiment disséquer accompagner les jeux les sélections de France. Voilà, donc l'entraîneur de l'équipe de France l'a appelé pour partir au championnat d'Europe des jeunes. Donc on a peut-être l'avenir aussi. Oui, non, mais tout à fait. En fait, il y en a qui, après leur carrière du basket, continuent à servir le basket et c'est tout ce qu'on peut. C'est le mieux pour nous, quoi. Comme beaucoup de sports, effectivement, il n'y a pas que le basket terrain, il y a aussi d'autres métiers qui gravitent autour. Oui, complètement. Il y a sur Madame Nathalie Léonard, que je salue, qui est présidente du Pôle Espoir, a entamé des rubriques côté EFICA sur la page du réseau, page Facebook, pour ne pas le citer. Et effectivement, on avait déjà entamé cette opération il y a 4 ans, et on peut voir qu'il y a franchement des destins, voilà, d'autres destins, pas forcément le basket. On a eu un qui a fini arbitre. Il y en a un qui est dans la vidéo et la caméra sur Saint-Laurent. Voilà, non, mais en tout cas, je crois que toutes ces personnes qui sont passées par le pôle, en tout cas, ont retenu un mode de vie, l'effort, le goût de l'effort, le goût de... Oui, c'est ça, c'est ce qu'on aime à répéter sur RDI. Si on réussit pas en basket, on a quand même... Voilà, c'est formateur. C'est formateur à plusieurs titres. C'est une école de la vie. Et donc, et nous, ça nous fait plaisir quand on revoit... j'ai agréablement revu Stéphane Rakil, qui est passé par l'INSEP et qui est aujourd'hui licencié au Cosma Basket. Il est sur l'Ouest. Vraiment, ça nous fait plaisir, en tout cas, de voir qu'ils sont encore sur le terrain. Merci beaucoup, Madame Dernal. Donc, j'invite tout le monde, bien sûr, tranquillement à venir décompresser le jeudi, après le carnaval, au Hall Séraphin. À 19h, les matchs des sélections est à 19h, et en levée de rideau, nous aurons des matchs de jeunes. Chaque jour, à partir de 16h30, il y aura des matchs de jeunes en levée de rideau, de cette compétition. Voilà. Donc, merci beaucoup, Madame Dernal. RDI Guyane se fera un plaisir d'être présent pour pouvoir relayer l'information. Ici, on est invité, on est là. Voilà, merci beaucoup. Les portes, je crois, sont ouvertes aux journalistes. Aux journalistes, merci. Allez, merci bien, bonne soirée. Merci à vous et bonne suite, bonne réunion de travail. On va faire une petite pause sur RDI, on est dans Soif de Sport. On se retrouve juste après une courte pause. RDI sur 105.1 à Cayenne avec RMC. Les meilleurs journalistes, les plus grands spécialistes politiques et sportifs, tous les experts sont sur RDI. Avec la Dream Team RMC, on ne rate jamais un événement, une émotion, une victoire. RDI, c'est du grand spectacle à la radio. Nous sommes de retour sur RDI Guyane, dans Soif de Sport. On va tout de suite rejoindre Leïla Heurtaud. On va parler karaté. Elle va répondre à toutes nos questions sans tabou sur les Jeux Olympiques, sur les Jeux à Tokyo en 2020, puisqu'elle est en cours pour se qualifier, et aussi sur sa blessure qu'elle a eue, ce traumatisme facial dans son dernier combat. Voilà. Leïla Heurtaud, on rejoint tout de suite. On rappelle, Jean-Marc, que c'est une interview qu'on a fait lundi matin, qu'on a enregistrée lundi matin. Exactement. Donc voilà, on retrouve Jean-Marc qui interviewe Leïla Heurtaud. Nous allons parler un peu des dernières nouvelles, les JO, et aussi la décision du comité olympique d'intégrer le karaté dans les prochains Jeux. Donc on va commencer par nous parler des derniers championnats, ce qui s'est passé, ce traumatisme facial lors de ton entrée contre l'Ouzbek Barno Mizeava. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était le premier combat. Donc, à l'échauffement, j'étais vraiment bien, je me sentais vraiment bien. Et je l'ai vu s'échauffer un peu moins. Et je me suis dit qu'elle avait l'air de frapper fort, de ne pas trop contrôler. Bon, après, ça arrive, il y a des athlètes comme ça, on le voit d'avance.
Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle contrôle aussi peu, on va dire ça comme ça. Donc au bout d'une minute de combat, moi je pars en Kizami-Gakko au corps, donc c'est une technique de poing. Et en fait, elle ne contrôle pas du tout et je reçois du coup son poing dans le visage. Donc traumatisme facial, direction les urgences. Et malheureusement, voilà, j'ai pas pu recombattre derrière. Donc elle se fait disqualifier. Mais voilà, ça m'empêche, enfin ça me prive de la compétition. Et là, j'en ai pour un petit bout de temps. Un petit bout de temps pour rétablir. Donc déjà un mois et demi d'arrêt pour contrôler, pour un contrôle. Mais au niveau de ce championnat qui vous donnait droit à la participation au JO 2020, est-ce qu'il y a une déception? Comment est-elle? Alors, il y a plusieurs championnats justement jusqu'en avril 2020 pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Là, c'était un championnat qui rapportait des points dans la sélection. Donc forcément, énorme déception, surtout que je me sentais vraiment bien sur le début de la compétition, en tout cas, qui a été assez rapide. Mais du coup, forcément, une grosse déception. Là, ça va aussi me priver de l'Open d'Autriche qui est ce week-end. Et justement, on espère que je pourrai faire l'Open de Rabat mi-avril. Voilà, c'est forcément des points de perdus, des points que je n'aurai pas. Ça sera rattrapé sur les autres compétitions. Les JO, c'est plus compliqué pour y aller, pour se qualifier, parce que je loupe des compétitions de qualification. Mais après, c'est toujours possible. Donc, un accident de carrière, on va dire, qui arrive, hein, ça peut arriver. Maintenant, un mois et demi d'arrêt pour reprendre au mois d'avril. Quels seraient tes objectifs? Voilà, est-ce que c'est te faire plaisir ou vraiment aller chercher des points pour essayer de te classer au mieux? Alors, forcément, me faire plaisir, ça c'est... sur toutes les compétitions, c'est aussi un objectif parce qu'il ne faut pas y aller à reculons, ça c'est sûr, surtout quand il y a quelques risques comme là j'ai pu avoir. Donc voilà, il va falloir que je prenne du plaisir et surtout que j'arrive à m'engager de nouveau autant qu'avant, voire plus. Après, là, l'objectif, ça va vraiment être faire première sur toutes les compétitions parce que je ne vais pas avoir beaucoup de marge pour me qualifier aux Jeux Olympiques. Donc voilà, il va falloir faire podium vraiment à toutes les compétitions jusqu'en avril 2020. Donc, vous avez fait une interview en disant que vous n'avez rien contre les autres sports et que, bien sûr, vous souhaitez que votre sport soit montré au plus haut, donc aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous pensez de la décision de l'organisation des JO 2024? Alors, forcément, extrêmement déçue. Quand je l'ai appris, j'ai été extrêmement déçue. Beaucoup d'incompréhension aussi, parce qu'on y est en 2020, on nous retire en 2024, alors que c'est à Paris, à la maison. En France, il y a 250 000 licenciés, ce qui est énorme. On est au niveau des jeunes, il y a énormément de jeunes qui font du karaté. On est partout, on est dans les quartiers également. On fait énormément d'actions sociales, le karaté fait énormément d'actions sociales aussi avec la santé. On fait énormément de choses. Et être privé des jeux à la maison, la France est l'une des meilleures nations au monde. C'est vraiment une incompréhension pour l'instant. Donc là, c'était l'avis de la commission. Comment ? Non, c'est Marc qui posait la question. Il vous reste une chance de qualification au JO de 2020. Donc, ça fera bien partie des disciplines retenues en 2020. On est à peu près un an et demi. C'est pour ça que vous parlez tout à l'heure des points. Tous les petits championnats, enfin les championnats qu'il y aura à se battre. Est-ce que ça ne vous rend pas encore plus agressif pour essayer d'atteindre ces JO de 2020? Alors là, pour l'instant, du mal à me rendre compte, vraiment déçu pour 2024. Et après, pour 2020, ça reste mon objectif majeur, surtout que si on n'a droit qu'à une seule fois aux Jeux Olympiques, forcément, ça va me rendre plus forte. Donc je pense que ça va se ressentir surtout sur les prochaines compétitions, quand on va vraiment tous commencer à s'en rendre compte. Mais après, c'est vraiment très difficile parce que dire à des sportifs, votre objectif c'est les Jeux Olympiques et ensuite aller à nouveau chercher les championnats du monde pour le reste de notre carrière, c'est très difficile mentalement, même au niveau des sponsors. Au final, les sponsors qui ont commencé à regarder le karaté, ils vont peut-être s'éloigner de nouveau parce qu'on sera plus olympique. Donc voilà, je pense que ça va nous donner vraiment envie pour 2020. Mais après, comment on va réagir, comment refaire des objectifs comme les championnats du monde, c'est une question qu'il va falloir se poser et travailler dessus.
Leïla, c'est la première fois que le karaté est inscrit pour 2020, est inscrit aux Jeux Olympiques. Le karaté n'a jamais figuré aux Jeux Olympiques avant? Voilà, c'est vraiment la première fois. Donc là où le karaté a été créé, donc au Japon. Et la première fois, malheureusement, a priori aussi la dernière. Donc il va falloir travailler dessus pour qu'un jour on rentre aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs qu'est-ce qu'il y a dans le fond de cette décision, à votre avis, vous qui participez, qui pratiquez ce sport, à savoir, on met le karaté et on l'enlève. Est-ce qu'il y a un problème vraiment avec ce sport, avec les instances ou... Alors, je ne sais pas trop, c'est sûrement très, très politique, parce que voilà, quand je vois que le karaté n'y est pas, alors que voilà, ils veulent favoriser les jeunes. On a énormément de jeunes licenciés au karaté. Ils ne veulent pas créer d'infrastructures, alors que le karaté, on peut en faire n'importe où. Il y a déjà des infrastructures pour. On ne comprend pas du tout. Ils ont préféré le surf, l'escalade, le breakdance et le skateboard. Et voilà, quand je vois, par exemple, le breakdance, ils ont 6000 licenciés, le karaté 250 000. Dans le monde, il me semble qu'on est 110 millions de licenciés. Enfin, à un moment, ouais, c'est beaucoup d'incompréhension. Je pense qu'il y a beaucoup de politique derrière. Je ne sais pas. Je ne sais pas et très surprise comme beaucoup de karatékas dans le monde. Vous, en tant que sportif, amoureuse de votre sport, justement, est-ce que vous n'avez pas envie de vous focaliser sur les championnats du monde, essayer d'être maintes et maintes fois, comme Teddy Riner, maintes et maintes fois champion du monde, pour pouvoir se créer une image, vu que votre sport dérange, on va dire, au niveau politique pour les Jeux Olympiques? Alors là, pour l'instant, je suis c'est la 3 fois championne du monde, donc 2 fois en équipe et 1 fois en moins de 21 ans. Forcément, être maintes et maintes fois champion du monde, c'est bien. Mais quand on a commencé à nous donner envie avec les Jeux Olympiques, c'est quand même très difficile de s'y remettre. Surtout que là, je suis passée de 1 à 2 entraînements par jour à 2 ou 3 entraînements par jour. J'ai remis en question un peu toute mon organisation. Mon club Samouraï 2000 a fait aussi énormément pour les jeunes, pour la suite. On a misé gros, on commence à faire énormément de choses en pensant qu'on y serait en 2024. Donc c'est aussi de l'argent d'investi. Et justement, c'est revenir sur un objectif aussi simple, façon de parler, que les championnats du monde, après tout ce qu'on a donné en vue des Jeux Olympiques, ça me paraît compliqué. Voilà, il va falloir se remettre en question et repartir justement moins fort, j'ai envie de dire. Je ne sais pas. On verra par la suite. On verra par la suite. On rappelle, le club de karaté Samouraï 2000, vous êtes du côté de la Sarthe, un peu du côté du Mans, à 2 heures de Paris. Est-ce que les autres athlètes, vos concurrents en France, vous avez eu le temps de vous réunir, d'en parler, ou est-ce que chacun de son côté, avec les journalistes, ont fait quelques déclarations? Alors oui, il y a eu des déclarations forcément. Après, on en a parlé très rapidement, parce que j'ai pas pu voir justement les autres de l'équipe de France, et notamment dû à ma blessure. Là, j'étais un peu plus au repos. Mais après, les déclarations, pareil, c'est de l'incompréhension. On a le champion du monde, Steven Dacosta, en moins de 67, qui disait, pour lui, il le ressent vraiment comme un décès dans sa famille. C'est vraiment, c'est de l'incompréhension et on ne sait pas du tout comment on va faire par la suite. Il y aurait des recours au niveau de la Fédération française de karaté, ou est-ce qu'on a un poids en France au niveau du karaté? Est-ce qu'on a un poids sur sur le comité, un poids politique ou un poids sportif tout simplement au niveau de nos titres de champion du monde? Alors au niveau sportif, oui, on a du poids vu qu'on est l'une des meilleures nations au niveau karaté dans le monde. Au niveau des titres, pareil, on a énormément de champions du monde. Là, qui sont bien placés pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Après, ouais, il y a eu des déclarations aussi de fait du directeur technique national ou de notre président au niveau de la fédération. Mais des recours, c'est essayer que les gens en parlent. Enfin, c'est vraiment la décision du CIO, mais c'est jamais arrivé pour l'instant que le CIO aille à l'encontre de la commission des sports qui ont été mis en avant et conseillés. Donc on espère que ça sera une première et qu'ils vont changer d'avis. On a encore un peu de temps, mais
c'est quand même peu probable, malheureusement. Vous pensez que des pétitions ou des choses de ce style seront mises en France et peut-être en Guyane pour vous soutenir, vous est-ce que ça serait une bonne chose, justement, que le peuple s'élève, que les médias aussi en parlent beaucoup? Alors, pour l'instant, il y a une pétition au niveau français qui a été mise en place pour le karaté en 2024. Et c'est vrai que voilà, là, il faut faire vite. Le fait de faire des pétitions, de montrer que les gens ne comprennent pas et veulent du karaté, c'est quand même très important. Parce qu'il y a peu de chances qu'ils changent d'avis, mais si jamais il y a juste une toute petite chance, et c'est maintenant qu'il faut le jouer. Et c'est vraiment en montrant l'incompréhension du coup des personnes qui nous suivent que ça peut bouger les choses, je pense. Donc, on vous souhaite vraiment, comme avenir, on vous le souhaite, hein, Tokyo 2020. Donc, vous rétablir très vite, que ça soit bien consolidé, vous gardez ce joli sourire et que vous gagnez beaucoup de combats pour atteindre cet objectif déjà. Et puis, on espère vous voir avec RDI ou autre, que tous les Guyanais puissent vous suivre. Championnat du monde, championnat olympique, on vous l'espère beaucoup. Est-ce que, je vais dire, la combattante, quelque part dans sa tête, quand même espère un retournement de situation? Alors oui, forcément, que il y a peu de chances qu'on y arrive, mais bon, il suffit d'une chance pour y arriver. Et voilà, donc forcément, j'espère de tout cœur que ça change. Et voilà, c'est possible, j'y crois, j'y crois de tout cœur. Et maintenant, faut que ça change. Voilà, un dernier petit mot, encore une fois, à la Guyane, on vous soutient, on vous suit, nous au moins, RDI, et aussi certains qui nous suivent sur la page Facebook, hein, qui vous suivent de loin, même en silence. Donc, un petit mot à tous ceux qui vous suivent et qui vous soutiennent. Je vous remercie très profondément parce que c'est important. Et après, c'est grâce à ça aussi qu'à l'international, on y arrive à un moment, dans les moments un peu durs. Et puis même là, par exemple, je suis blessée, mais j'ai pas envie de baisser les bras parce que justement, il y a un soutien derrière. Donc merci beaucoup et continuez de me suivre, c'est vraiment adorable. On vous remercie d'être avec nous, Leïla Heurtaud, sur RDI Guyane, dans Soif de Sport. Donc, on espère vous revoir avec un beau sourire, avec de beaux résultats et aussi au JO. Avec des bonnes nouvelles. Voilà, avec de bonnes nouvelles. Allez, on croise les doigts. Merci. À bientôt. Bonne soirée à vous. De retour dans Soif de Sport, voilà, on était avec Leïla Heurtaud, hein, une championne de karaté, donc qui nous a livré à cœur ouvert ses émotions concernant les JO, sa blessure et pas que. Voilà, on est sur la fin de l'émission, les 10 dernières minutes, Michael. On va dédier ces dernières dizaines de minutes aux femmes. Aux femmes, tout à fait. Voilà, on est sur la dernière ligne droite, Marc. Oui. On devait recevoir Madame Gilberte Saint-Luce, voilà, de Saint-Laurent-du-Maroni. Service des sports de Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà, elle était dans l'attente d'une réponse de sa hiérarchie, hein, pour pouvoir nous expliquer les opérations ou l'action ou la manifestation qui aurait dû avoir lieu sur Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, on va continuer, nous, sur les Journées internationales des droits des femmes. Donc, c'est quelle date? Est-ce que tu peux rappeler? Donc, c'est le 8 mars, c'est la semaine prochaine. Donc, juste après ce long week-end de carnaval, hein, jusqu'au mercredi décembre. Hein. La semaine prochaine, les communes vont commencer à fêter les femmes, hein, jusqu'en juin, hein, jusqu'à la Coupe du monde de football. Hein, Marc, c'est ça? Oui, puisqu'on rappelle on informe que la Coupe du monde de football féminine 2019 qui se déroule en métropole, en France hexagonale. Avec le match d'ouverture au Parc des Princes. Hein. Voilà, ça sera bien entendu diffusé sur RDI, puisque RDI est la radio du sport en Guyane. Voilà. Donc, inévitablement, avec son partenaire RMC. Nous aurons tous les matchs de la Coupe du monde féminine de football. Donc 105.1 et 88.4 à Kourou, 105.1 à Cayenne. Voilà. On est sur les journées de la femme, donc Saint-Laurent-du-Maroni, donc journée des droits des femmes. Oui, la femme sera à l'honneur. La femme sera à l'honneur. Certaines communes vont fêter la journée de la femme. La ville de Cayenne va fêter la journée sportive de la femme le dimanche 10 mars. Oui. Une marche va partir du complexe stade municipal Georges Chaumette, une marche sportive, et puis des activités de fitness, d'aqua-zumba, de zumba, des professionnels de santé, du visage, et pas que, diététiciennes aussi seront là pour donner des conseils aux femmes. Hein.
Le visage, très important, hein, la vitrine de la femme. Hein. Quand on regarde une femme, on regarde son visage d'abord, normalement, et ensuite le reste. Voilà, donc la ville de Cayenne aussi, sur sa 5e édition. La ville de Matoury aussi, de 9h à 18h. Ouais. Une À belle ta connaissance, manifestation qu'est-ce qu'il y aussi. aura, Voilà, avec des tournois de foot féminin et pas que. Une belle organisation autour de la médiathèque de Matoury. De Matoury, oui. La CTG, avec France Dupuis, a l'habitude, le vendredi soir, tout de suite après le carnaval, d'offrir du sport aux femmes, comme il sait le faire, France, hein, avec du biking, des trampolines et d'autres choses qu'il fait habituellement dans sa salle de sport. Et aussi Makuria dans sa Zumba Rose, et puis d'autres associations qui se joignent. Donc, est-ce qu'on peut en parler, Michael? Quelle est ton approche sur beaucoup de sports pendant ce week-end des droits des femmes? Et puis, le reste de l'année, les femmes, beaucoup sur la route, dans les sentiers, dans les salles de sport. C'est ça, finalement, en Guyane, je ne suis pas sûr divisé. qu'il soit vraiment nécessaire d'avoir une journée de la femme dans le sport, parce que finalement, il me semble que les femmes font presque plus de sport que les hommes. sport que les hommes. Mais pas que, c'est ce qu'on... Souvent, quand c'est ce on qu'on va re- courir sur le bord de la route, Ouais. c'est plutôt des femmes. Dans les salles de... Comment on appelle ça? De Zumba, fitness, ou de fitness, sport, tout de ça, femmes. Ben, aujourd'hui, c'est vrai que les femmes ont pris une place, on va dire, prépondérante sur le sport, qu'elles n'avaient pas forcément par le passé. Donc, aujourd'hui, de centraliser sur, on va dire, un week-end, une journée... C'est pas leur donner justement un espace qu'à eux, sans hommes, Exactement, laisser les exactement. enfants à la maison avec les hommes Voilà. et devenir eux, se sentir entre elles, partager entre elles. Je pense que c'est tout à fait ça le concept donc, que nos mairies aujourd'hui essayent donc de développer, d'offrir une journée vraiment dédiée à la femme. Et d'un côté, le côté diététique, le côté santé aussi, le côté soins, avec des professionnels qu'elles n'ont pas l'occasion forcément toute l'année de voir. Moi, j'ai essayé de suivre les conseils de notre diététicienne. Elle sera là, la dernière fois. Madame Subigère. Elle sera là, Madame Voilà, j'ai essayé de Subigère, revoir et- mon petit déjeuner voilà. du matin, plutôt au conseil de notre diététicienne. Après, c'est vrai que la diététique aujourd'hui, c'est parce que dans nos mœurs, ce n'est pas ce qu'il y a de plus, on va dire, simple, mais la diététique fait partie intégrante donc, de toute cette pratique sportive et de notre environnement de toute façon. Donc, effectivement, la diététique, l'aspect, on va dire, psychologique, l'aspect physique, donc tout regroupé pour les femmes, pour mettre à l'honneur nos femmes, on va dire nos femmes, hein. Je pense que on est tous pour, de toute façon. Les hommes sont un petit peu jaloux de voir 150 femmes, 200 femmes dans une marche le matin. Les hommes ne sont pas forcément acceptés. Comment est-ce que vous le vivez, vous, Michael? C'est vrai que les hommes ne sont pas des marcheurs. C'est les femmes qui marchent, du moins. On se dit que c'est les femmes qui marchent. Mais c'est vrai que quand on voit le petit groupe de 5-6 le long de la route, on se dit, pourquoi pas, hein. Il y a peut-être un attrait autre que celui que nous, on voit de loin. Donc pourquoi pas? Il y a la marche nordique aujourd'hui qui est beaucoup pratiquée. Donc pour ceux qui ne savent pas, la marche nordique se pratique avec des bâtons, on va dire type bâton de ski. Ah bon, tu en vois ici qui le font? Sport pour tous, Oui. avec Marie-Rose Carême, Sport pour tous le fait. La ville de Cayenne, avec le service des seniors, Exactement. aussi le fait avec Jean-Marc Fam, déjà. Tous les mardis matins, il y a la marche sportive, C'est vrai, marche c'est vrai, de je te santé. vois de temps en Et de temps. temps en temps, c'est avec les bâtons. Donc pas que. Et il y en a d'autres aussi qui le font sur Exactement. les plages, dans les sentiers. Mais les marches de santé, les marches sportives et les marches randonnées pédestres, ce sont des marches différentes. Donc il faut pouvoir adapter ce cocktail de marches sur une seule journée. C'est pas facile, il faut plaire à tous. Oui. Parce qu'ils sont de tous les âges. Hein. Donc, on appelle aux femmes de se déplacer dans les différentes communes où ça se passe pour elles, de venir vraiment De se renseigner sur ce qui se passe dans leur commune. de cette journée. Voilà. On va essayer de relayer au curiosité. maximum sur la page Facebook d'RDI. On va essayer de relayer au maximum toutes les informations que l'on aura sur ce qui est organisé dans chaque commune. Voilà. Mais c'est vrai que profitez. Il y a une journée qui vous est mise en dédiée. place pour vous, Voilà. qui vous est dédiée. Profitez pour le faire. Voilà, vous dites au monsieur la veille, les enfants sont avec toi, moi je vais au sport avec les copines, on va découvrir d'autres choses, effectivement, parce qu'on ne sait pas toujours non plus ce qui se fait. Il y a pratiquement chaque année, vous avez on va dire une pratique sportive qui se crée. Donc ça peut être intéressant. Mesdames, déplacez-vous. Cayenne, Matoury, Makuria, Saint-Laurent sont, on va dire, CTG. la aussi, CTG voilà. sont partenaires, on va dire, de cette manifestation.
Donc allez-y, de bon cœur, ça fera du bien à tout le monde. Je vais plaider pour ma commune déjà, hein, dès le vendredi 8 mars. Donc un tarif exceptionnel de 2 € pour les femmes jusqu'au dimanche. Donc vous avez un centre aquatique flambant neuf avec un sauna, avec une salle de sport. Donc les dames, n'hésitez pas. Vous avez le dimanche un bassin aquatique pour les plus jeunes de 6 ans à 11 ans. Donc vos enfants pourront être gardés par les maîtres nageurs pendant que vous faites de l'aquagym, de l'aquaforme, de la natation libre. Vous serez tout près de vos enfants. Donc un tarif exceptionnel de 2 €, je dis bien, donc c'est du jamais vu. Donc venez aussi au centre aquatique et puis Matoury, la médiathèque qui a mis les choses en grand pour vous. Hein. Voilà, et si les autres communes veulent nous faire part aussi de ce qu'elles font, une adresse email, soif de le chiffre sport@rdguyane.com. Voilà. N'hésitez pas à nous envoyer les informations, les brochures, les flyers de ce que vous organisez et on va le relayer bien volontiers. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.